c'est vrai qu'on va parler évidemment de la mort du petit Émile, mais on doit avoir quand même un peu de mise en perspective et de réflexion sur notre métier. C'est-à-dire que on va en parler, mais en fait, il n'y a rien. Rien de nouveau. Donc on devrait, une fois qu'on a dit cette phrase, on devrait passer à autre chose. Célia Barotte est avec nous. Je voudrais qu'on voit le sujet de Audrey Berthaud. Et on sera en direct avec Thibaut Marcheteau, parce que c'est vrai que ça fait sens, forcément, de voir cette actualité si présente, avec si peu d'informations, disons-le. Voyons le sujet d'Audrey Berthaud. C'est une nouvelle qu'ils redoutaient. Les parents du petit Émile ont réagi quelques heures après la découverte des ossements de leur fils. L'avocat des parents a fait part de leur émotion dans un communiqué. Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Après 9 mois de mystère, d'enquête et d'interrogation, les parents d'Émile ont passé un message de remerciement. Marie et Colomban tiennent à remercier l'ensemble de ceux qui les ont aidés et soutenus, ainsi que les juges d'instruction et les enquêteurs pour leur travail, leur professionnalisme, leur engagement personnel et leur humanité. Un hommage à Émile va être organisé à la Bouilladis, commune dans laquelle vivent les parents et les grands-parents du petit garçon. La cause de sa mort reste toujours inconnue. Thibaut Marcheteau est en direct avec nous du Haut-Vernay. Bonjour Thibaut. Ce qui est important de préciser, c'est que, et ça c'est une information, c'est que le village est fermé, si j'ai bien compris, à l'ensemble de ceux qui n'habitent pas ce village. Absolument, Pascal. C'est plus exactement le hameau du Haut-Vernay qui est fermé. C'est un hameau qui comporte une trentaine d'habitants pour 25 habitations avec énormément de résidences secondaires. Il est donc bouclé parce que les recherches, elles ont repris directement après que la gendarmerie ait eu la confirmation que ces eaux appartiennent bien à Émile. Ces recherches, elles ont repris ce matin avec notamment des experts de la brigade d'investigation de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui s'est rendue sur place. Une centaine de gendarmes sont présents pour essayer de retrouver le moindre indice, mais notamment des os, le reste des os du petit Émile, mais également des indices, quelques traces, des vêtements, des objets d'une quelconque intervention humaine ou encore une intervention animale, même si cette zone elle a été largement ratissée par les enquêteurs. Thibaut Marcheteau, manifestement, la liaison vient de s'arrêter à l'instant. On va voir l'émotion dans le Haut-Vernay avec Corentin Alonso et puis avec Célia, vous pourrez nous dire où en est l'enquête et j'ai envie de dire qu'on en est surtout au point mort, c'est ce qu'il faut répéter. Et puis après, on pourra ensemble avoir une réflexion sur ces sujets. Je disais, c'est pas nouveau. François, il y a 70 ans, le fait divers a toujours passionné le public, la France et les journalistes de ce fait. La nouveauté peut-être ailleurs. La nouveauté peut-être dans le fait que l'information soit aujourd'hui beaucoup dans la transmission de l'émotion, si vous voulez. C'est pour l'affaire Grégory. Non mais au-delà même de ces affaires, vous voyez bien que l'émotion a pris une place absolument démesurée. C'est pas nouveau. C'est assez nouveau, c'est quand même... Vous trouvez qu'il y a plus d'émotion aujourd'hui que durant l'affaire Grégory en 80 ans? Non, mais vous citez une affaire, si vous voulez. Mais moi, je vous dis que ça... Je pense que, si vous voulez, le traitement général de l'information était moins émotionnel et plus réflexif quand l'écrit avait plus de place. Ça paraît sûr. Je n'en suis même pas sûr. C'est un sujet de débat. Il est possible que vous ayez raison. C'est un sujet. Mais lorsque l'affaire Brigitte Devèvre, ce qui s'était passé dans les années 70, l'affaire Philippe Bertrand, avec un présentateur qui arrive, Roger Giquel, qui vient dire la France a peur. Vous trouvez qu'il y avait moins d'émotion? C'est toujours pareil. Bien sûr. Il me semble, je pense qu'il y avait pas Roger Giquel, 40 ans ou 50 ans plus tard, on en parle encore de son La France a peur. Et on l'avait accusé précisément d'être dans l'émotion ce jour-là. On voit le sujet justement sur l'émotion avec Corentin Alonso et on en parle évidemment avec Georges. C'est dans l'unique rue de ce hameau de 25 habitants, rattaché au village du Vernay, entre Gap et Digne-les-Bains, qu'Émile avait été aperçu la dernière fois, le 8 juillet. L'annonce de la découverte de ces ossements marque la fin des espoirs pour les habitants de la commune.
J'avais un peu l'espoir qu'ils soient encore vivants, quoi, dans des bonnes conditions, puisque c'était tellement mystérieux qu'un mystère. On n'a pas de... Toutes les hypothèses pouvaient être imaginées, en tous les cas celle-là pouvait être envisagée. Maintenant c'est terminé. Donc ce qu'on peut faire c'est penser à sa mémoire. L'heure est au deuil pour la centaine d'habitants. C'est tout un village qui souffre de la perte de l'un des siens. Perdre un petit enfant, c'est difficile. Voilà. Et pour le maire d'une commune, c'est une des choses les plus difficiles qui soit. De mettre la disparition d'un enfant dans la commune. Enfin, les circonstances et la cause, je pense qu'on les saura, parce que je veux encore une fois rendre hommage à la gendarmerie pour le travail qu'ils effectuent. Le maire appelle les curieux et les promeneurs à respecter la tranquillité de ses habitants. La liaison a été coupée avec Thibault Marcheteau. Je pense qu'elle est rétablie. Thibault, vous vouliez préciser que les gendarmes sont désormais à pied d'œuvre et les recherches ont repris. Absolument, Pascal. Je vous disais donc que des recherches vont reprendre avec une centaine de gendarmes mobilisés à la recherche donc du reste des os du Petit Émile, mais également d'une quelconque intervention humaine ou intervention animale dans une zone qui a été largement ratissée par les enquêteurs, mais aussi tous les randonneurs qui s'étaient portés volontaires dès quelques jours seulement après la disparition du Petit Émile le 8 juillet dernier. Donc des enquêtes qui vont se poursuivre sur place, mais également à Pontoise, à l'IRCJN, avec l'analyse des os du crâne qui a été rapporté samedi dernier pour essayer de comprendre les circonstances de la mort du Petit Émile. Est-ce que c'est un simple accident ou alors est-ce que c'est un crime? Ce sont des réponses que l'on attend et évidemment vous pouvez le comprendre impatiemment ici au Vernay, mais également par tous les enquêteurs qui se mobilisent depuis maintenant 9 mois. Merci Thibault Marcheteau. Célia Barotte, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de nouveau sur l'enquête? Finalement, l'enquête va seulement démarrer puisque depuis bientôt 9 mois, le dossier était vide. Aucun lieu avec la présence d'un corps, pas de suspect. On avait justement une mise en situation qui a été organisée jeudi dernier et ce n'était pas une reconstitution puisque lorsqu'il y a une reconstitution, c'est qu'il y a un suspect. Vous étiez sur place, hein, J'étais sur place, donc il y avait une mise en situation qui devait permettre de confronter les différents témoignages recueillis depuis le 8 juillet dernier. Thibault Marcheteau l'a rappelé, puis plus de 800 bénévoles s'étaient mobilisés pour des battues citoyennes, mais là, il n'y avait que 17 personnes de convoquées jeudi dernier pour permettre de reconstituer les événements chronologiques qui se sont déroulés le jour de la disparition d'Émile. Mais cette découverte n'intervient pas, elle n'a pas de cause à effet avec cette mise en situation. Et cette mise en situation était prévue depuis longtemps puisque l'enquête était au ralenti. Je voudrais pas effectivement qu'on fasse des suppositions ou qu'on imagine des choses à partir d'éléments qu'on n'a pas. Simplement, ce qui est intéressant d'expliquer, c'est que cet endroit avait été fouillé et qu'effectivement, on s'étonne qu'on ait trouvé quelque chose à un endroit qui avait été fouillé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cet endroit, manifestement, est peu accessible, c'est ce que j'entends en tout cas depuis hier, pour un jeune enfant d'aller précisément dans cet endroit-là. Il faut bien s'imaginer que la commune du Vernay et le hameau du Haut-Vernay se trouvent dans les montagnes. Ça fait vraiment des reliefs très impressionnants, avec beaucoup d'arbres, de végétation. Il est compliqué, aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons, d'accéder à cette commune, très prisée par les touristes l'été, mais déserte l'hiver. Donc c'est un relief compliqué pour les gendarmes, aussi bien aussi pour les bénévoles qui ont participé aux battues citoyennes cet été. C'est une zone qui a été ratissée. Les gendarmes sont passés sur cette zone. Il y a une infime chance pour qu'ils soient vraiment passés à côté des ossements, mais aussi il faut prendre en compte le relief et aussi les conditions météo, puisque il y a eu d'intenses épisodes de pluie qui ont peut-être permis aux ossements de descendre la montagne. La porte-parole de la gendarmerie s'est exprimée ces dernières heures et je vous propose de l'écouter. On avait engagé de nombreux moyens. On avait des gendarmes mobiles, des gendarmes départementaux, locaux. On avait des équipes cynophiles, on avait des hélicoptères qui ont fait cette fouille avec des caméras thermiques. La complexité du terrain fait que
ce n'est pas ce n'est pas impossible. Il y a une infime chance qu'on soit passé à côté, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Après, on explore aussi l'autre possibilité qui est que on puisse avoir déposé ces ossements par la suite, après ces recherches. Ça peut être une intervention humaine, mais ça peut être aussi un phénomène météo qui fait qu'il y a eu des modifications du terrain. Ça peut être aussi un animal qui a pu déplacer ces ossements. Donc toutes les hypothèses restent ouvertes et toutes les pistes de travail continuent à être explorées. Bon, je vous propose que, en termes d'information, on arrête là parce qu'il n'y a pas d'autres informations et je ne pense pas qu'il soit utile d'entrer dans des suppositions. En revanche, on peut avoir une réflexion globale sur le traitement de l'information telle qu'il est proposé aujourd'hui. Georges Fenech. J'ai entendu votre éditorial sur le traitement, finalement, que nous devons observer et réserver à ce type d'affaires. Il faut bien comprendre une chose. Les Français, d'une manière générale, sont toujours passionnés pour des affaires dont les victimes sont des victimes innocentes, des enfants. Presque 40 ans plus tard, l'affaire Grégory, à nouveau des expertises, vous vous souvenez? Vous avez cité l'affaire de Philippe Bertrand avec Patrick Henry. Donc, on comprend légitimement l'émotion et à quelle vient se rajouter l'énigme judiciaire. Qui, pourquoi, comment? Ceci étant dit, l'important, c'est que la justice observe ce silence et cette réserve, ne communique que quand c'est utile, alors qu'à une certaine époque, les affaires que vous avez citées, l'affaire de Breuil en Artois, le juge Pascal tenait des conférences de presse. Le juge Jean-Michel Lambert, regretté, que j'ai bien connu, lui aussi se livrait à la presse, et ce qui avait entraîné un désastre judiciaire. Aujourd'hui, vous avez vu, on n'entend pas les juges. Ils travaillent dans le secret de l'enquête qui ne doit pas préjudicier effectivement à la réussite de cette enquête, donc il ne faut pas le violer. Et également un traitement que je trouve, moi, un traitement médiatique qui est plus responsable. Vous avez dit, c'est pas la peine d'aller dans plus de supputations, nous n'en savons rien. Il faut attendre l'évolution. Certains s'y livrent. Hein. Et de l'instruction. Alors ceux qui s'y livrent, ils commettent une erreur de traitement parce qu'on ne doit pas confondre le temps médiatique et le temps judiciaire. Voilà. Certains s'y livrent. Mais l'émotion, moi, je la comprends. Je la comprends parfaitement. Oui, bien sûr. Et je la partage, d'ailleurs. Non, mais c'est intéressant. J'aime bien dire aux téléspectateurs ce que nous disons avant l'antenne. Et je trouve parfois qu'il se dit des choses, non pas plus intéressantes hors antenne, mais bon. La première chose que m'a dit Nathan Dever en arrivant ce matin, on va pas faire 1h30 sur Émile. C'est la première chose qu'il m'a dite. Et cette phrase, elle est intéressante. Et évidemment que ça n'enlève rien à la compassion qu'il faut avoir pour la mort de ce petit garçon. Bien sûr. Au contraire. Et au contraire, justement, j'ai beaucoup aimé votre éditorial, mais j'irai même un peu plus loin. C'est que je dirais qu'on ne sait pas précisément faire la part des choses entre ceux qui, dans cette obsession et ce traitement de l'affaire Émile, relèvent de l'empathie sincère, de la solidarité, et ceux qui relèvent du voyeurisme et du désir de sensationnalisme. On voit quand même une manière de vouloir créer un événement. Il y a un désir d'événement dans notre époque. Hein. On l'a vu avec le coronavirus, on l'a vu avec les punaises de lit, on le voit avec des faits tragiques qui deviennent parfois comme ça des immenses événements. Et là, c'est exactement ce qui se joue. Ça veut dire une sorte de débat public. Parfois même les phrases sont mal comprises sur des sujets dont c'est vrai. que vous avez évoqués. Je pensais pas à ça. Mais je trouve que vous avez raison d'ailleurs. Franchement, je ne vous le reproche pas. Parfois, les phrases ou les interventions des uns et des autres sont mal comprises. Peut-être aussi sont-elles maladroites, sans doute. Je voulais refaire. Ah oui, non, mais je parlais pas de ça en particulier. Une question n'est jamais maladroite. Moi, je parlais de ça en particulier, précisément. Et on a l'impression parfois que aujourd'hui, il y a un succès des séries policières qui sont formidables et c'est heureux. Et qu'il y a une sorte de confusion. Oui, ça a toujours été. Mais par exemple, est-ce qu'une finaliste à la présidentielle qui fait un tweet il y a quelques mois pour donner son avis sur qui est suspect dans l'affaire du petit Émile, est-ce que c'est normal ou est-ce que là on est en train de transformer le débat public en une sorte de cluedo généralisée? Il n'y a pas eu beaucoup des finalistes à la présidentielle. Marine Le Pen a fait un tweet. Non, pas elle, une autre. Ségolène Royal?
Oui, qui avait fait un tweet. Non, mais il y a 2 finalistes. Donc c'est pas, je suppose qu'une finaliste, c'est pas Emmanuel Macron. Non, une. Ah, une ancienne. En tout cas, mais ça n'est pas nouveau. Pierre Desgroupes était allé interroger Gaston Dominici dans sa prison. Mais donc c'est pas nouveau les faits divers. Ça m'a toujours passionné. C'est normal d'ailleurs parce que dans le chaos des événements, ces grands faits divers, c'est la banalité du tragique en fait. Et donc la presse a toujours vécu de ça. Ce qui est peut-être un peu nouveau, bien qu'autrefois on lynchait les gens. Dominici, il a failli se faire lyncher. Ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est la façon d'insinuer les accusations. Moi, j'ai été très frappé par le procès qui a été fait au grand-père là, de cet enfant, comme on l'avait fait à la mère de Grégory, comme une façon d'insinuer les choses, qui est vraiment extrêmement déplaisant. Mais pour le reste, on est effectivement devant le tragique de la vie et on se médite pas que c'est le mystère du mal, la mort de cet enfant. Et évidemment que ça nous touche tous. Il y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Je suis assez d'accord avec Pascal, moi. Et cette fascination pousse à ne pas laisser l'enquête et le temps de l'enquête, parce que finalement, on oublie que l'enquête peut être longue, que les investigations doivent être sérieuses et longues, et non, mais ça prend du temps. Et disons-le, il y a des partis pris parfois pour des raisons uniquement d'audience. Ah bah, oui. C'est-à-dire que lorsque on fait un break d'information et que pendant un certain temps, pourquoi pas 11 heures consécutives, on ne fait qu'une seule information, malheureusement, c'est que ça on pense, à tort ou à raison, faire un choix d'audience. Oui. Ouais. Ah oui. Est-ce que ce choix s'est révélé Mais je n'en sais rien. On n'en sait rien. Je dis, mais c'est pour ça que je prends le conditionnel. Je prends le conditionnel. Intéressant. Non, mais juste, je voulais quand même préciser ce que je disais. Pour ne rien dire, finalement. Bien sûr que l'émotion, il n'y a pas d'information nouvelle. L'émotion, c'est pas quelque chose de nouveau. Il n'empêche, si vous voulez, que face à des tas d'événements, mais ça peut être aussi la guerre en Ukraine, ça peut être le prisme émotionnel, si vous voulez, est devenu massif. Oui, mais vous trouvez que c'est nouveau, Elisabeth? Si, oui, vous lisez les journaux d'il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y avait quand même plus de réflexion aussi. Non. Vous lisez les journaux, il y a une formidable série qui vient de sortir, documentaire sur l'affaire Outreau, qui ressort tous les journaux qui ont complètement changé d'avis d'une radicalité à l'autre. Voilà. Oui, non, mais sur France ce soir, une fois par jour. Ouais. Le quotidien sortait une fois par jour. Et la télévision faisait un 20h par jour. Alors, c'est les chaînes infos qui ont changé. C'est 20h sur 24. Les réseaux sociaux. Il faut nourrir pas tous ensemble, s'il vous plaît. Pas tous ensemble. Si un jour, un fait nouveau sur l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, vous allez voir que ça va tout écraser le reste. Je pense, même quand il n'y a rien de nouveau. Et d'ailleurs, souvenez-vous, on avait cru l'avoir arrêté en Écosse. Bien sûr. On avait fait toute une journée, une soirée sur l'arrestation. Donc c'est comme ça. Non, mais vous pouvez pas. Georges, vous doutiez. Ah, moi j'ai douté dès le départ. Mais vous ne pouvez pas empêcher. Bon, écoutez, moi, je pense pas tout à fait comme Elisabeth, et je pense même, pour tout vous dire, que c'est peut-être le contraire. Il y avait 2 ou 3 éditions de France Soir. France Soir diffusait 2 millions. En fait, France Soir, c'était les chaînes info de l'époque. France Soir diffusait 2 millions. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, 2 millions. Bon. Il y avait, quand il y a eu le barrage dans le sud de la France, etc. Bon, l'émotion, elle a toujours été présente. Toujours très présente dans ce journalisme-là, notamment. Non, mais le prisme du sentiment, si vous voulez, comme étant le prisme du sentiment, comme étant en fait notre rapport au monde, qui n'est plus un rapport pour le réfléchir, le penser, le rendre intelligible, qui est un rapport pour partager en quelque sorte nos sentiments. Les réseaux sociaux, c'est ça que je veux dire. Les journalistes ne se sont pas comportés avec la famille d'Émile comme ils se sont comportés avec la famille de Grégory. Excusez-moi. Ouais. Les journalistes, c'était très mal comporté avec la famille de Grégory. Je suis d'accord. Et les journalistes, mais je suis parfaitement d'accord. Vous avez parfaitement d'accord. Quand on voit l'enterrement de Grégory, vous avez parfaitement raison. Je rajoute aussi un mot peut-être dans ce. Et après, ce sera. On est dans un territoire très particulier, avec une identité de village. C'était le cas de l'Épange. C'était le cas de Bruy-en-Artois qui a changé de nom. La ville a changé de nom. Oui. Bruy-en-Artois. Mais oui, pour essayer de tourner cette... Elle s'appelle comment la ville? Bruyères-en-Bussière. Ils ont voulu se défaire de cette image. Non, mais le juge Pascal, il a fait n'importe quoi. Ça a été... C'est-à-dire que lui-même savait que la personne qu'il a mis en prison c'était la révolte de la classe sociale. Était innocente. Il l'a dit. Il l'a dit et je voudrais... Il menait un combat, le juge Pascal menait un combat politique. La lutte des classes, la pauvre fille d'un enfant, d'un mineur,
entre un notable notaire, et ça a été le dérapage. On va marquer une première pause. On va parler après de... Parce que tout ça va... Il y a un parallèle d'ailleurs entre l'affaire Émile et puis ce dont on va parler après. La une hier du journal du dimanche, c'était Joyeuse Pâques. Oui. Et c'est vrai que il y a un journaliste qui s'appelle Jean-Michel Apathy, que vous connaissez peut-être, qui s'est moqué de cette une. Et puis après, il a un peu rétro-pédalé parce qu'il a bien vu que la journée d'hier avait été difficile pour lui. Et c'est vrai qu'on peut se moquer aisément des catholiques en France. C'est sans risque, souvent. Donc on pourra en parler dans quelques secondes, mais on va saluer notre ami Thomas Hill et voir si il est présent ce lundi de Pâques. Eh bien oui, il apparaît. Il apparaît sans le son. Évidemment, oui. Je suis présent, fidèle au poste, Pascal. Bon, vous avez passé un bon week-end, Pascal? Excellent week-end. On a fait une petite chasse aux œufs sous la pluie. Donc vous avez été à la chasse aux œufs, peut-être. Évidemment, bien sûr.